Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de l'ancrage du bâton dans le sol, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque le bras avant va poser le bâton dans le sol. Avant de démarrer, quelques petites informations. La première, pour ceux qui ont mon téléphone, je pense notamment à Daniel, merci de m'envoyer un SMS ou de me laisser un message sur le répondeur avant de m'appeler. Parce que je suis submergé en appels commerciaux comme beaucoup de vous, je pense. Et donc, en général, je réponds pas sur des numéros que je ne connais pas. Dans le même ordre d'idée, je vais laisser notre mail. Si vous voulez échanger avec nous, ce sera avec plaisir. Donc, le mail dans la description de la vidéo. Donc, sinon, aujourd'hui, on parle de quoi? Eh bien, on va parler de l'ancrage. Alors, bien sûr, je vais définir ce que c'est, comment est-ce qu'on plante les bâtons dans le sol. Ensuite, je vais vous parler de deux différentes approches. La première est celle que j'avais en tant que débutant, et la deuxième est celle que j'ai bâtie au fil de mon expérience, qui continue à progresser tout le temps, bien sûr. L'importance de la nature du sol. Bon, bah là, vous avez tous remarqué que marcher sur du goudron, c'est pas la même chose que de marcher dans l'herbe, sur de l'herbe. Donc, on va voir les différents sols et qu'est-ce qu'on peut en faire. Les types de pointes, donc des pointes biseautées, pointe droite, double pointe. Les embouts, voilà des questions que les gens peuvent se poser, bien sûr, en ce qui concerne l'ancrage. Et enfin, j'ai fait un petit test chiffré, j'aime bien les sciences et le chiffrage, de l'adhérence des types de pointes qui sont disponibles sur le marché. Donc voilà, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, ça se produit quand votre bâton rejoint le sol et quand vous êtes en position avant. Donc là, j'ai pris des images, malheureusement avec une caméra un petit peu juste au niveau vitesse. Enfin bref, vous voyez que le bâton va descendre du bras du marcheur pour se poser sur le sol. Donc c'est ça la question, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et comment on peut le faire? Et donc pourquoi on appelle ça ancrage? Parce que ça ressemble à ce qu'on fait avec un bateau, avec une ancre. En fait, l'idée, c'est que le bateau bouge le moins sur le sol, reste accroché au sol. Et pour notre marcheur, c'est pareil, le bâton doit bouger le moins possible. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'ancrage. Donc c'est important parce que toute la suite du geste, à savoir l'attraction puis la poussée, dépend de cet ancrage. Donc par exemple, si l'ancrage est approximatif par rapport au sens de l'axe de déplacement, on voit ça typiquement dans les compétitions, sur les sprints où les coureurs sont à bout et ils font un petit peu n'importe quoi, ils ne peuvent plus poser comme il faut leur bâton. Inutile de dire qu'à ce moment-là, la poussée ou la traction ne peut plus être bien posée puisque l'ancrage est approximatif. Une autre chose également qu'on va chercher à éviter, ce sont les rebonds. Les rebonds, si votre bâton rebondit sur le sol, évidemment, pendant qu'il est en l'air, vous ne pouvez pas pousser dessus. Donc ça, c'est toutes sortes de choses qu'on veut chercher à éviter. Alors, première approche, qui, je dois l'avouer, est celle que je faisais quand je débutais. Bon, tout bêtement, on ne se pose pas de questions et le bâton approche du sol. Donc, ce qui va se passer, voilà. J'ai notre bâton qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. Et là, si vous faites rien de spécial, eh bien, au moment de contact avec le sol, eh bien, vous allez avoir un rebond. Bon, ça, c'est pas une surprise. Tous ceux qui se sont amusés étant gamin à faire des ricochets avec les cailloux, vous le savez. Si vous avez un caillou qui arrive parallèle au sol, eh bien, il va rebondir. Alors ça pose problème, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, parce que de ce fait-là, pendant ce temps-là, la jambe va commencer à reculer et on a une situation où le bâton est en l'air et en fait, on ne peut pas pousser correctement. Donc ça s'entend beaucoup au bruit. Et d'ailleurs, les premières fois où j'ai constaté ça, c'est dans des expériences de coaching que je fais avec les élèves que j'encadre. Eh bien, j'avais des élèves qui faisaient beaucoup plus de bruit que d'autres sur des sols durs. Et en regardant ce qui se passait, en fait, c'était lié au rebond. Et le rebond venait tout simplement de cette attaque qui était vraiment parallèle au sol avec un rebond du bâton. Par ailleurs, j'ai confirmé ça quand je me suis mis à marcher à ma allure assez rapide, on va dire. J'ai commencé à beaucoup marcher sur les pistes cyclables. Et là aussi, en particulier de ma main gauche, j'avais une sensation désagréable du bâton fuyant qui était due au rebond du bâton. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à éviter. Et donc, au profit de quoi? Au profit de l'approche avec arrondi. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai utilisé ce terme-là. Donc, on reprend la même situation. Notre bâton approche du sol. Et là, plutôt que de laisser
descendre, juste avant qu'il se pose, on va faire une sorte d'arrondi. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le bâton va retomber verticalement. Alors pourquoi j'ai pris ce terme d'arrondi? Parce que c'est ce qu'on utilise en aviation. Hein, quand un avion se pose, c'est le même principe, hein, il va essayer d'éviter de faire des ricochets, ce qui serait un peu désagréable pour les passagers. Et donc en fait, il faut une sorte d'arrondi qui a pour effet eh bien, de ralentir la vitesse horizontale d'une part, et d'autre part, d'avoir une petite descente, une petite chute en quelque sorte, qui va avoir pour effet non pas d'ancrer l'avion dans le sol, mais de vraiment faire que les pneus adhèrent sur le sol. Hein. Alors ça demande du temps à travailler, hein, c'est pas naturel, et ça doit être vraiment bien dosé. Ça dépend, on va le voir après, de la nature du sol. Par ailleurs, la hauteur à laquelle je monte le bâton est centimétrique, hein, c'est quelques centimètres au-dessus du sol, de manière à avoir juste une descente. Je me sers pour cette descente du poids de la main. C'est-à-dire que je ne fais pas une descente volontaire avec avec une action musculaire de descente. Au contraire, je me sers du poids de la main. Ça, c'est quelque chose dont je parlerai dans d'autres vidéos. Hein, c'est la décontraction maximum. Plus on va pouvoir se servir du poids, et moins on va avoir d'efforts nécessaires, et mieux on va se porter pour marcher rapidement. A l'inverse, j'ai vu une marcheuse qui montait le bâton à, je sais pas, 15 cm. Bon, bah là, déjà, elle avait un effort très important pour le monter. Et ensuite, eh ben, ça a eu pour effet tout simplement de casser la pointe. C'est-à-dire qu'en fait, on l'entendait, hein, ça faisait des chocs terribles. Et au bout du compte, la pointe en carbure de tungstène s'est cassée. Alors, je ne vous explique pas au-delà de la perte de force qu'elle avait, mais surtout les vibrations qu'elle devait ressentir dans les bras sur des sols durs. D'ailleurs, si vous êtes coach, vous verrez que sur des sols durs, vous avez des membres, enfin des participants, qui arrêtent d'utiliser les bâtons, tout simplement parce qu'ils sont dans cette sensation désagréable de choc et de vibration. Donc en tant que coach, n'hésitez pas à faire travailler vos élèves sur des sols durs, et bien vous allez voir s'ils ont une parfaite maîtrise du bâton ou pas. Alors l'incidence du terrain, bon là aussi, hein, tous ceux qui ont fait un peu de marche nordique l'ont bien vu, eh bien il y a des terrains qui sont assez faciles, bon, par exemple des petits gravillons, de la terre, de l'herbe. Alors dans tous ces cas-là, en particulier pour la terre et l'herbe, se méfier quand même des jours de pluie. Hein, vous pouvez avoir très bien une adhésion qui se fait aussi bien par les bâtons, vous aurez du mal à les ressortir du sol s'ils sont trop enfoncés, ce qui fait que vous devrez avoir une limitation du geste de descente pour vraiment effleurer le sol. On a la même chose sur le sable d'ailleurs. Hein. Si vous laissez tomber le bâton trop, le bâton va s'enfoncer dans le sol et il va être assez difficile à dégager. Cette adhésion, cette adhérence, vous allez aussi la trouver avec les chaussures. Hein, sur des sols mouillés, sur la terre notamment, eh bien, vous allez avoir une difficulté à décoller les chaussures du sol. Donc c'est des terrains qui sont faciles, mais qui dans certains cas peuvent être un petit peu délicats à appréhender. Certains terrains plus difficiles demandent un apprentissage. Alors les cailloux, comme on voit à gauche, hein, dans l'Hérault, on a beaucoup de chemins comme ça, avec plus ou moins de cailloux. Donc ça demande vraiment un apprentissage particulier parce que l'ancrage peut être fuyant parce que les cailloux vont rouler sous le bâton. Donc en fait, on va non seulement avoir les pieds qui vont se déplacer sur le sol, et en plus les bâtons qui peuvent avoir un ancrage roulant, on va dire, ce qui est extrêmement désagréable comme sensation. Donc là, on va voir que la qualité des pointes est importante par rapport à cet ancrage qui est difficile à obtenir. Hein. A l'inverse, si on parle d'ancrage, là aussi, si vous avez des pierres qui sont fendues, eh bien vous allez pouvoir constater que l'ancrage là du coup est définitif. Hein. Vous allez être un petit peu comme en alpinisme, votre pointe qui va rester ancrée dans le sol, ce qui est plutôt désagréable, avec même le risque de casser le bâton, hein, de plier complètement. Donc attention à ces sols-là, ça demande vraiment beaucoup d'apprentissage. Et également, je vous en ai parlé tout à l'heure, les pistes cyclables. Alors au début, systématiquement, je passais sur des embouts, et puis bon, on se rend compte que, notamment en compétition, c'est galère à le mettre, à enlever ces embouts. Quand vous avez des bouts de béton, de goudron qui sont de 300 mètres de long, ça ne le fait pas. Donc j'ai appris progressivement à marcher sur ce sol. Donc en fait, j'utilise la même technique d'arrondi, à ceci près que je vais avoir un toucher vraiment très fin. Hein, je vais retomber encore moins haut, je parlais de centimètres tout à l'heure, mais sur le goudron, je vais tomber d'encore moins haut. Et donc si vous faites ça, vous allez avoir un bruit qui est assez supportable, qui est moins violent que si on tombe de haut. Et deux, vous allez avoir, on le voit sur le goudron, hein, le goudron est granuleux,
Et en fait, votre pointe va se poser sur des trous à l'intérieur des granules. Et là, vous allez avoir une très très bonne accroche. Donc ça se fait, mais ça demande un apprentissage. Pour finir, des terrains qui sont vraiment impossibles à utiliser. Bon, bah là, des pavés de dallage qui sont faits en béton, là, c'est du béton qui est, on appelle ça qui est poncé à l'hélicoptère, je crois qu'ils appellent ça quand ils font ça. Ils ont des sortes d'engins avec des ailes qui tournent dessus. Bon, voilà, l'avantage, c'est que c'est hyper lisse. L'inconvénient pour nous marcheurs, c'est que là, il n'y a aucun ancrage. Hein, là, c'est mort. On peut absolument pas ancrer là-dedans. Le bâton ne fait que de glisser en fait. Donc là, malheureusement, on peut essayer avec les embouts, mais c'est vraiment pas gagné ce genre de sol. Deuxième sol qu'on a beaucoup là aussi dans notre héros, là, des bords d'étang avec des petits pavés comme ça. On appelle ça des autobloquants. Bon là c'est pareil, la pointe va glisser. La pointe va glisser sur le pavé et pire va rester bloquée dans les joints des pavés, donc c'est vraiment désagréable et un petit peu dangereux également. La qualité de la pointe et le type de pointe, c'est quelque chose d'important pour la qualité de l'ancrage. Donc les pointes droites, ça c'est des choses que j'ai utilisées dans mes débuts de marche nordique, il y a à peu près 3 ans. Bon, c'est souvent sur les bâtons les moins chers, hélas, on va voir pourquoi. Hein. C'est que c'est assez difficile, je vais vous montrer dans le test d'adhérence tout à l'heure. Eh bien l'adhésion n'est pas optimale avec ce type de pointe. C'est pour ça que la plupart des fabricants de bâtons corrects, hein, notamment ceux qui sont liés à la compétition, utilisent des pointes biseautées. Donc par rapport à ça, il y a deux choses. Un, la pointe est biseautée et fine, donc va mieux planter dans le substrat, dans le sol. Et deuxièmement, l'angle, j'en avais parlé dans la position des bâtons, hein, dans ma première vidéo. L'angle est quelque chose qui est sympathique, puisque en fait, plus on est en un angle aigu par rapport au sol, et moins on a de chances que ça adhère. Donc il y a un angle quelque part qui est correct. Il faut que l'angle soit le plus droit de la pointe, je parle, hein, pas du bâton. Il faut que l'angle de la pointe soit le plus à 90 degrés par rapport au sol pour que ça applique le mieux. Hein. Donc c'est pour ça que les fabricants ont fait des pointes biseautées pour avoir une meilleure pique. Et enfin, vous avez des fabricants Guidetti, je pense, parce que c'est breveté, qui ont des pointes doubles. Là, je dois avouer que je ne sais pas encore trop. J'ai jamais marché avec ces bâtons-là. Je pense qu'il y a des avantages, puisqu'il y a beaucoup de gens en équipe de France, notamment, qui utilisent ces pointes-là. Personnellement, je n'ai pas encore utilisé, mais à voir. Et enfin, bon, quand ça va vraiment mal, notamment quand on est obligé de le faire, hein, je pense aux pistes en tartan, à les pistes d'athlétisme, voilà, on vous interdit de marcher avec des pointes. Je pense aussi aux chemins côtiers en Bretagne, par exemple. Il y a beaucoup d'endroits où ils obligent les gens à utiliser des pads, c'est-à-dire des embouts qu'on met au bout des bâtons. En gros, il y a deux types, hein, des bottines et les pads multipoints. Ça, c'était celle qui fait ça. Bon, ça a été recopié par des fabricants, bien sûr. Donc, dans les deux cas, il ne faut pas attendre de miracle hein, par rapport à ça. Donc, je vais vous le montrer dans le test après. Bon, le bruit, ok, on gagne par rapport au bruit. L'agression du terrain, certes. Par contre, on y perd forcément en adhésion et forcément en ancrage. Donc, pas de miracle par rapport à tout ça. Alors, un point à signaler aussi sur ces embouts, sur ces pads là, malheureusement, ça augmente la longueur du bâton. Ce qui fait que si vous avez des bâtons qui sont déjà trop longs sans les pads, eh bien le fait d'en ajouter, ça devient l'enfer. Vous le verrez notamment dans les côtes, vous aurez du mal dans les côtes à monter parce que là, derrière ça patine. Ça patine parce que votre bâton devient trop long. Et l'angle d'incidence entre le bâton et le sol devient trop faible. Et à partir d'un moment, eh bien, ça patine, le bâton rip. J'en ai parlé déjà dans la première vidéo, encore une fois. Et pour finir cette vidéo, un petit test des différents types de pointes et embouts. Hein. Alors, c'est pas vraiment un test scientifique dans le sens où j'ai pas assez d'éléments à tester, mais ça va vous donner quand même une bonne idée de ce qui se passe en réalité. Donc, je vous fais dérouler d'abord le test. Alors, je vous explique comment j'ai fait. En fait, j'ai mis une charge variable, en l'occurrence un seau que je remplissais d'eau ici, sur un bâton qui est incliné ici à un angle de 65 degrés par rapport au sol. Et donc, ce que je cherche, c'est à vérifier à quel moment il y a un décrochage, donc à quel moment il va s'éloigner de la position de plantage. Donc je vous montre le test en entier. Donc ici sur une pointe pleine. Donc on va voir voilà le décrochage en question. Ici avec un embout TSL. Ici avec une bottine de type Lecky.
Oh, c'était un petit peu plus long et je suis obligé d'interrompre le test à la fin parce qu'en fait mon petit filin là, de sécurité empêchait de glisser. Et ici pour finir avec une pointe biseautée de style Lecky. Alors les résultats de ce test c'est quoi? Premier test, donc la pointe droite résiste à 4 kg de poussée, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà assez appréciable. Le deuxième test, le pad de type bottine résiste à 3 kg de poussée. Donc effectivement, le fait que ce soit en caoutchouc. Alors après, tout ça, bien évidemment, ça va dépendre d'un terrain, hein. Ici, j'ai pris une planche un petit peu rugueuse pour essayer de simuler quelque chose de réaliste, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des types de terrain. Le pad TSL avec ces petits embouts là qui ont l'air assez, comment dire, assez tentants, si je peux dire. En fait, ils ne sont pas tant que ça, puisque ça décroche assez vite. Et pour finir, la pointe Lecky, enfin la pointe biseautée, il n'y a pas que Lecky qui fait ça, il y en a d'autres, hein. TSL fait ça aussi. Comment ça s'appelle, la marque de Decathlon là aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens maintenant qui font la marque de Schintersport aussi. Beaucoup de gens qui font des pointes biseautées. Donc là, j'ai dû interrompre le test parce que tout simplement mon seau était plein, hein, 10 kg. Et clairement, quand c'est bien fiché dans le sol, bon, à moins de casser le bâton, je sens que on peut y aller, on peut vraiment pousser. Donc voilà, donc ça vous donne une idée, surtout à titre de comparaison, hein, les valeurs absolues sont peut-être pas intéressantes. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'une pointe biseautée bien fichée dans le sol, eh bien, ça résiste longtemps, longtemps à la poussée du marcheur. On arrive au bout de cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir écouté, regardé. Et comme d'habitude, je ne saurais trop vous recommander de vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier, être informé en quelque sorte, même informé tout court, être informé de la sortie des prochaines vidéos. Merci encore.